Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les 13 ans à 20 ans dans la recherche de leur futur stage, alternance, métier. Et on est aujourd'hui en région parisienne, à Chilly-Mazarin, à l'association Valentin Huy, qui s'occupe de l'accueil et de l'insertion professionnelle d'un public déficient visuel. On est ici en partenariat avec l'Opco Santé qui nous permet de visiter cette entreprise. Et on va tout de suite aller à la rencontre de 4 métiers autour de la déficience visuelle. Voilà, vous me suivez ? On va tout de suite débuter cette visite et je vais me retrouver dans le bureau de Maëlle, qui est infirmière. Bonjour Maëlle. Bonjour. Donc toi, tu es infirmière au sein de l'association Valentin Huy. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais au quotidien ? Ce que je fais au quotidien, je prends en charge les jeunes qu'on accueille ici à l'IM-Pro en internat de semaine. Moi, je m'occupe de tout ce qui est médical et je suis en lien avec un médecin généraliste qui vient une fois par semaine et un médecin ophtalmo. Qui vient une fois par semaine aussi. Et alors toi, c'est quoi ton rôle dans tous ces professionnels de santé ? C'est quoi ton rôle plus spécifiquement ? J'ai un rôle principalement ici relationnel avec les jeunes. Ok. Après, il faut savoir qu'ils ont quand même des pathologies assez diverses et variées. Donc je fais aussi le travail d'infirmière un peu comme à l'hôpital. Ok. Distribution des médicaments, je prépare les pilules de la semaine. Après, c'est vrai que pour qu'on se rende vraiment compte de ce que je fais, ça ressemble à infirmière scolaire. D'accord, ok. Ça marche. Donc c'est quoi ces spécificités ? Tu disais aussi que donc tu disais pathologie, donc pour bien expliquer ce que c'est, on peut le traduire par maladie pour les jeunes qui nous regardent. Tu disais que donc tu prenais en charge diverses maladies. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Chroniques, donc les jeunes qu'on accueille peuvent avoir toute leur vie, comme le diabète, etc. Et après il y a des syndromes un peu plus spécifiques. Donc tu me disais que tu prenais en charge donc déjà des jeunes qui ont différentes donc pathologies. Est-ce que tu peux expliquer déjà le terme de pathologie ? Qu'est-ce que c'est ? Du coup, pathologie, ça veut dire maladie. D'accord, donc des jeunes qui ont différentes maladies. Et à ça, il y a la déficience visuelle qui s'ajoute. C'est la spécificité un petit peu de l'établissement. Voilà, donc tous sont aveugles ou déficients visuels, c'est ça ? C'est ça, aveugles ou malvoyants. D'accord, et ont d'autres maladies en plus qui peuvent se rajouter, c'est ça ? Donc toi, ton rôle, c'est un peu tu le disais, de la coordination, j'imagine, avec les autres professionnels. Et aussi, tu disais un peu le travail d'infirmière scolaire. Exactement, donc je fais beaucoup de prévention aussi auprès des jeunes. Beaucoup de ce qu'on appelle éducation thérapeutique, mais du coup on va expliquer aux jeunes ce qu'ils ont, les médicaments qu'ils ont, et s'ils viennent après à l'infirmerie pour un souci de santé, mal de tête, etc. Enfin, moi j'ai ce qu'il faut pour soulager la douleur, des choses comme ça. Donc ça nécessite, j'imagine, de bien connaître les patients que tu accompagnes encore plus, quoi. Exactement. Et du coup ce qui est différent de l'hôpital, c'est que les jeunes sont là pour plusieurs années. Moi je suis là depuis 1 an et demi, et du coup je les connais très bien. Contrairement à l'hôpital où les gens sont que de passage. Est-ce que tu peux me parler de ta journée type déjà ? Quels sont tes horaires de travail ? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi ? Alors moi j'ai des horaires de bureau, donc je fais 7h45, 15h45, je suis en journée continue. Et quand j'arrive, je m'occupe de distribuer les médicaments aux jeunes dans un premier temps. Et après je fais un petit point sur ce qui s'est passé la nuit, si tout le monde va bien. Les jeunes, eux, vont en cours. Du coup moi j'en profite, soit j'ai des accompagnements à faire, des rendez-vous médicaux, des accompagnements chez le kiné, des choses comme ça. Moi, j'en profite pour faire de l'administratif, parce qu'il y a quand même beaucoup d'administratif, de la gestion de dossiers, etc. à faire, préparer les réunions auxquelles je participe aussi. Ok, ça marche. Et quand tu dis que les jeunes vont en cours, c'est aussi ici dans ce même lieu ? Exactement. Là, en fait, on est à l'infirmerie, on est à l'internat, et en face, quand on traverse la cour, on est à l'externat, là où les jeunes, en fait, ont cours. D'accord. Et tu suis combien de jeunes ? Alors, la capacité d'accueil, c'est 36, et là, ils sont une trentaine en ce moment. D'accord, ok. On a des stagiaires aussi, des fois. Ça marche. Je pense qu'on a bien compris un petit peu comment s'organisait ta journée. Est-ce que tu peux me parler de ta formation, des études que tu as faites, des expériences que tu as pu avoir avant aussi ? Pour être infirmière, c'est une licence, c'est 3 ans à l'école d'infirmière, où on fait de la théorie et pas mal de stages. À la fin, on rend un mémoire. Et si on a validé tout ça, on a notre diplôme d'État. Ensuite, moi, directement après, j'ai travaillé aux urgences, ensuite en soins intensifs, ensuite en laboratoire d'analyse médicale. Et depuis 1 an et demi, du coup, je travaille ici. Ok. Et pourquoi avoir décidé de rejoindre une structure qui est spécialisée dans les personnes malvoyantes ? Est-ce que c'était un vrai choix de ta part ? C'était un vrai choix de ma part, mais je ne m'attendais pas forcément à ça.
J'ai appris énormément de choses et que j'ai pas forcément appris à l'école. J'ai pu être formée ici par le personnel qui était déjà là, le médecin notamment. Il y a certaines pathologies non plus que je ne connaissais pas, donc j'ai dû remettre à jour un petit peu mes connaissances. Ce qui m'intéressait le plus, on va dire que c'est les soins relationnels, parce que dans le métier d'infirmière, il y a les soins prescrits qui appartiennent au rôle prescrit, c'est le médecin qui nous dit de faire des choses. Okay. Ici, il y a le médecin une fois par semaine, donc voilà. Et puis il y a tout notre rôle propre, c'est tout l'à côté, c'est nous qui décidons de faire des choses, de mettre en place des choses auprès des jeunes, en lien avec leur santé. Ok, donc ce que tu dis, c'est que travailler ici t'a permis de gagner en autonomie en fait. Ok, et aussi dans ce que tu disais, j'entends que tu as un diplôme d'infirmière et c'est ensuite que tu t'es formée en arrivant ici à la spécificité des personnes malvoyantes, c'est ça? Exactement, c'est pas une formation officielle, mais par contre j'ai accès à des formations. Je peux faire un diplôme universitaire aussi en plus, spécialisé dans la déficience visuelle. Okay. Voilà. Donc là, ça fait 1 an et demi que tu es ici. Avec le recul, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Si j'ai bien compris, il y a une grosse part de relationnel, c'est ça? C'est ça. C'est le relationnel, c'est pouvoir être à l'écoute, c'est pouvoir résoudre des solutions qui coincent, des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un bon relationnel ici avec tes collègues aussi? Ici, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance entre nous, auprès des jeunes aussi. Donc en fait, ça donne envie de continuer, de revenir, de faire mieux. Ok. Et est-ce qu'il y a des petites choses que tu aimes moins dans ton travail? Les petites choses que j'aime moins, c'est que des fois, être la seule infirmière dans un établissement, ça peut aussi être compliqué. Parce que beaucoup de travail à gérer, c'est ça? Il y a des jours où il y a plus de travail que d'autres. Et ça nécessiterait peut-être d'être deux. Et puis peut-être pour le confort des jeunes aussi, avoir quelqu'un aussi en soirée. Ça peut être pas mal, ça soulagerait peut-être les éducateurs. Puis des fois, en fait, il faut travailler en équipe, il faut se remettre en question. Des fois, on n'a pas la réponse à tout, on ne sait pas, on doute. Et c'est bien d'avoir un collègue ou une collègue avec qui échanger. D'accord, oui, je vois. Et quelles sont, selon toi, les qualités essentielles que devrait avoir un jeune qui souhaiterait aussi s'orienter en tant qu'infirmier ou infirmière dans une telle association? Je dirais en premier l'empathie. Donc l'empathie, c'est savoir être à l'écoute des autres sans jamais juger et sans non plus se mettre à la place. La tolérance. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un peu de patience, parce que finalement, en fait, c'est ce que tu dis, on peut pas forcément se mettre à la place et faire pour la personne qui va être malveillante, donc forcément ça demande aussi parfois une certaine patience, j'imagine. Patience et de la pédagogie aussi, parce que du coup, le but ici, c'est que les jeunes deviennent autonomes pour leur vie plus tard. Et sur le plan médical aussi, c'est qu'ils apprennent un maximum et se mettre des collyres dans les yeux tout seuls, etc. C'est tout un apprentissage, donc il faut être aussi assez pédagogue. Tu es ici de manière très autonome, si j'ai bien compris. Et en même temps, tu es dans une équipe pluridisciplinaire, donc avec plein de métiers. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous collaborez ensemble? Donc moi, je suis la seule infirmière, mais je ne travaille pas toute seule, loin de là. Je travaille aussi avec les éducateurs, notamment je participe à un groupe piscine avec les jeunes et avec une éducatrice qui travaille ici. Je participe aussi à ce qu'on appelle le groupe santé. Ça se passe donc à l'externat et en fait c'est un cours sur la santé, sur la prévention. On aborde plein de sujets pour que les jeunes soient renseignés un minimum. D'accord. Est-ce que parfois tu collabores aussi avec des intervenants extérieurs? Est-ce que ça arrive? C'est quelque chose qui va se mettre en place, notamment avec les centres de santé sexuelle des villes d'à côté. Et après, il y a d'autres partenariats aussi possibles. On peut faire... Ici, il nécessiterait un travail autour de l'alimentation. On pourrait faire intervenir une diététicienne. C'est des choses auxquelles on pense en équipe aussi, qui seraient vraiment intéressantes. Ok. Tout de suite après toi, je vais interviewer aussi un ergothérapeute. Est-ce que tu étais aussi en lien avec cette personne? Aussi. Pareil, c'est un travail qu'on doit encore continuer à mettre en place. Mais bien sûr que c'est important parce qu'elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'elle est pas là tout le temps. Et du coup, il faut que nous, après, elle nous transmette ce qu'elle leur transmet pour qu'on puisse continuer de travailler avec eux au quotidien. Et comme tu étais la seule infirmière de l'association, est-ce que ça t'arrive aussi de demander des conseils à d'autres infirmiers dans ton réseau de contacts? Ça m'est arrivé, notamment pour la mise en place des dossiers infirmiers, savoir ce que je mettais dedans, etc. Qu'est-ce que c'est, les dossiers infirmiers? C'est les dossiers médicaux des jeunes, en fait, avec leur suivi, les documents médicaux qu'on a, parce qu'ils ont des suivis à l'extérieur. Donc voilà, c'est un petit peu savoir comment m'organiser. Ok. Et si t'as, pour finir, un dernier conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer? Que le métier d'infirmier, c'est un métier compliqué, mais ça reste un très beau métier, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la crise sanitaire. Tellement varié en fonction du service qu'on peut choisir, qu'il faut vraiment pas hésiter à se lancer et à changer de service jusqu'à trouver là où on se sent bien. Donc toi, tu te sens bien ici? T'as envie de rester? Oui.
Ok, bah en tout cas, c'est un très beau message que tu nous transmets. Et je te remercie beaucoup pour cette interview. Et moi, je vais poursuivre la suite de la visite. Merci beaucoup. Moi, je vais tout de suite poursuivre cette visite en rencontrant Isabelle, qui est ergothérapeute ici. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc toi, tu es ergothérapeute. Est-ce que tu peux m'expliquer très concrètement en quoi ça consiste? Alors l'ergothérapie, c'est un métier paramédical de rééducation et de réadaptation. Accompagner des personnes qui ont un handicap ou une maladie qui donnent des difficultés dans la vie de tous les jours. Le travail, c'est d'essayer de rééduquer des capacités, redonner des capacités le plus possible et ensuite de réadapter. On va adapter le matériel, on va adapter la façon de faire pour que les personnes retrouvent de l'autonomie. C'est retrouver un projet de vie une fois qu'on a eu un accident ou un handicap. Ok, et moi c'est marrant, quand j'entends rééducation, je pense tout de suite à kiné. Et en quoi c'est différent finalement ergothérapeute de kiné? Par exemple, le kiné va faire, suite à un traumatisme de la main, va faire 50. Des exercices physiques, voilà. Okay. L'ergothérapeute dit, tiens, on va faire un jeu où il faut prendre des choses. Okay. De cette façon, on utilise la main dans une activité concrète et ça va être utilisé ensuite dans la vie quotidienne. Quand il faudra prendre une casserole, il faudra prendre un objet. Si on a renforcé la main de façon concrète dans des choses de la vie quotidienne, ben voilà, on aura gagné le projet de vie de la personne de retrouver de l'autonomie. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, ça s'inscrit dans une démarche un petit peu plus large et durable en fait, de long terme, c'est ça? Oui, et puis une vue d'ensemble aussi. Qu'est-ce que la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin de retrouver, qu'est-ce qu'elle fait effectivement, qu'est-ce qu'elle voudrait faire. On va évaluer en fait son projet de vie. Donc c'est vraiment du concret. Donc ton rôle ici donc dans l'association, c'est vraiment l'ergothérapie, c'est au cœur de ce que tu fais Alors, sauf que j'ai en plus une spécialisation pour la déficience visuelle. Parce qu'ici, on n'accueille que des jeunes qui ne voient pas ou qui voient très très mal. Le but, c'est le même, qu'ils retrouvent de l'autonomie. Mais les moyens sont très différents par rapport à un fauteuil roulant, une personne en fauteuil roulant ou handicapé physique. Je travaille avec des enfants, par exemple, qui n'ont jamais vu. Donc, n'importe quel gamin apprend par imitation. Voilà. Oui. Et ces gamins, non. Donc, en fait, tous les gestes de la vie quotidienne doivent être expliqués, montrés, adaptés pour qu'ils puissent y arriver. Par exemple, faire des lacets. Ouais. Nous, les yeux fermés, on le fait. Facile. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Et bien, apprendre à quelqu'un qui ne voit pas faire les lacets, c'est une autre. Ah ouais, ça paraît pourtant tellement évident, le geste. Tas de choses, il faut tourner autour, il faut passer en dessous, il y a plein de fils partout. C'est très très compliqué. Ok, donc en fait, si je comprends bien, ton rôle, c'est de leur apprendre à avoir une vie normale au quotidien, c'est ça? C'est de retrouver une autonomie déjà personnelle, s'habiller, retrouver ses vêtements, qu'ils soient à l'endroit, qu'ils soient propres, s'organiser avec ses vêtements, tout ça c'est nécessaire. Parce que les jeunes sont en internat ici. Oui. Donc ils doivent se débrouiller avec leurs affaires personnelles. Oui. Après il y a l'autonomie repas, se servir à boire les yeux fermés. Bonne chance. Ouais. Donc il y a des techniques. Mettre le doigt dans le verre? C'est pas une technique ça, parce que si on veut servir à quelqu'un d'autre, c'est non. C'est non, d'accord. En fait, on va travailler tous les sens. Par exemple, pour servir à boire, on va écouter le bruit de l'eau qui coule, on va ajuster son geste, donc il faut apprendre. Si on penche très fort, ça coule. Et à viser le verre aussi. Viser le verre, donc on va mettre en contact. Ouais. Et puis après, on peut évaluer le remplissage par le poids. On appelle ça la baresthésie. Donc en fait, on doit développer plein de sens qui permettent de servir à boire. Sans mettre le doigt. Sans mettre le doigt, voilà. C'est pas très... Ok. Est-ce que tu as d'autres exemples de petites choses comme ça que tu peux avec lesquelles tu peux les aider au quotidien? Par exemple, tu as mentionné les lacets, le verre, ça va être quoi aussi des choses auxquelles moi je pense pas, par exemple? Les soins personnels, faire sa toilette, s'organiser avec les affaires de toilette, ne pas se tromper de produits. Donc tout l'étiquetage, on pourra voir. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Maëlle, c'est un coupon, simplement. Il est beaucoup plus simple d'utilisation parce qu'on peut le faire sur la table. Il faut tout orienter bien pour que ça coupe sans danger. Donc là, on est à plat. J'ai rajouté un petit repère pour savoir où placer son doigt et comment faire pour... Ok. Et ça vient couper juste ce qu'il faut sans se couper soi-même. Alors, ça, il faut apprendre parce que tactilement, il faut sentir qu'on est bien au bon endroit, qu'on n'a pas un petit angle qui pourrait être dangereux. C'est assez précis quand même.
D'accord, Voilà. ok. Et certains n'y arriveront pas. Et être autonome, c'est savoir aussi demander de l'aide quand on en a besoin. Ouais, Voilà, et Maëlle peut être une aide pour couper les ongles si besoin. ok. Voilà, les ongles des pieds, on risque des panaris, ou peut-être mieux se faire aider. Ouais. Donc là, je vois que tu as plusieurs objets du quotidien. Est-ce que c'est toi qui les... Parce que j'imagine que tu vas... Enfin, c'est toi qui les choisis. Comment tu fais pour faire ce choix? Est-ce que c'est aussi dans ton travail C'est dans mon travail de chercher le matériel courant qu'on Ouais. trouve, qui n'est pas trop cher, qui soit très pratique. On pourra avoir du matériel de cuisine de tout le monde. D'accord, ok. Et puis après, il y a du matériel spécialisé, des aides techniques. Donc ça, on retrouve, il y a des catalogues, il y a des associations qui regroupent tout ce matériel. On voit par exemple, ça c'est une pince à 10 mots. Le 10 mots, c'est pour faire des étiquettes noix, on appelle ça Ok. en noix. Et ça, c'est en braille. D'accord, donc c'est pour étiqueter... Voilà, là c'est pour étiqueter un produit nettoyant ménager. Ça, si on se trompe de produit en faisant le ménage, ça peut être embêtant. Ok. Voilà, il y a une jeune qui, il n'y a pas longtemps, s'est brûlée le visage avec de l'eau de Javel. C'est oui. vrai que si elle ne peut pas le reconnaître, elle peut se tromper de D'accord. produit. ok. Donc c'est suite à ça que tu as décidé d'acheter ça, par exemple? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, non, c'est basique. En fait, il faut que les personnes puissent reconnaître le matériel, reconnaître les choses. Nous, on a toutes des étiquettes en noir, entre guillemets. Noir, c'est ce que nous, on lit. C'est étiqueté pour tout le monde. Pourquoi ce ne serait pas pour les personnes aveugles? Oui, c'est vrai. Ça semble logique. Oui. Les médicaments, d'ailleurs, maintenant, vous les avez remarqué, c'est adapté. Oui, c'est vrai. On le peut les lire en braille, c'est ça. Alors on peut, en fait, le dommage, c'est que c'est un peu aplati et il faut être un bon brailliste pour arriver. D'accord, ok. Alors que ça, on le sent bien, si vous Oui. pouvez toucher. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, je me rends compte que tu fais plein de choses. Est-ce que tu as quand même une journée type? Enfin, là, c'est quoi déjà tes horaires de travail? Qu'est-ce que tu fais le matin? Donc ici, je travaille à mi-temps. Je commence en même temps que les élèves parce que finalement, on a mis les temps de rééducation en AVJ sur leur emploi du temps. Ok. Pour que ce soit un apprentissage comme les autres ici. 8h30 et en général, je termine à 17h ou avant, enfin, ça dépend de mes horaires. Temps de travail repas aussi. Soit parce qu'on fait de la cuisine et du coup, on va manger ce qu'on a fait. Soit parce qu'il faut apprendre à couper sa viande, à se servir à boire et tous ces gestes du repas. Si on a des jeunes qui perdent, pour certains, la vue progressivement, donc qui connaissaient les gestes, mais quand on est aveugle, d'autres gestes à acquérir pour manger proprement. Ouais. Mais c'est peut-être plus facile, de connaître déjà ces gestes pour les reproduire même en perdant la vue. En tout cas, intuitivement, moi, c'est ce que je me dirais. Quelqu'un qui a vu réapprend beaucoup plus facilement parce que finalement, tout le vocabulaire spatial qu'on va utiliser, ils le connaissent, ils comprennent. Ils se représentent la chose qu'on doit faire. Un aveugle ne se représente pas ce qu'on attend de lui. Là, on va être amené à l'aider avec les gestes, à lui montrer, à faire nous-mêmes, bien toucher nos mains, sentir ce qu'on fait. Voilà. Ok. Donc la façon d'apprendre est différente. Ok. On a pas mal parlé de ce que tu faisais au quotidien. Est-ce que tu peux me parler de ta formation, de ton parcours, de tes expériences professionnelles précédentes? Oui, d'abord j'ai fait une formation d'ergothérapeute, donc c'est 3 ans d'études. Ça m'a amené à faire des stages et un des stages était avec des personnes déficientes visuelles. Et bon, voilà, ça m'a particulièrement intéressée, que ça demande de l'imagination, ça demande plein de choses. Voilà, ça me plaît bien de travailler là-dedans. J'ai travaillé dans la déficience visuelle depuis presque le début. Ok, donc depuis toujours. C'est vraiment une vocation en fait pour toi. Ok. Au départ, j'ai travaillé plutôt avec des adultes, aveugles de naissance en général, qui avaient vraiment du mal au quotidien. Ils ne savaient pas reconnaître la monnaie, par exemple, donc ils donnaient le porte-monnaie au magasin, aux vendeurs pour payer. On se rend bien compte des problèmes que ça peut induire, quoi. Ouais. Ils n'étaient pas cuisinés, enfin voilà, qu'ils ne pouvaient pas se débrouiller, donc ça coûtait cher d'acheter chez le traiteur tout le temps. Donc j'ai travaillé aussi dans une école maternelle, primaire. J'aimais bien avec les maternelles, en fait, plus ils apprennent tôt à faire des choses tout seuls, plus ils savent qu'ils peuvent faire des choses tout seuls et ils ont envie d'apprendre. Voilà. Ça les entraîne à plus d'autonomie. Plus on les commence tôt, plus on sait que le résultat sera... Et donc toi qui as une longue expérience professionnelle dans le milieu de la déficience visuelle et qui a pas mal d'expérience, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? En quoi c'est différent aussi peut-être? Moi, j'aime bien ce travail parce que c'est le contact avec les personnes. C'est tout le travail d'essayer de comprendre avec eux, l'empathie, se rendre compte quelle est leur
difficultés, qu'est-ce qu'ils vivent, savoir ce qu'ils veulent faire. Ici, avec les ados qui ont envie d'être autonomes, c'est l'âge où ils ont envie de se débrouiller. Ça les motive vraiment. Donc, on voit le résultat de ce qu'ils ont appris et qu'ils savent faire ensuite tout seuls. C'est assez satisfaisant. On se sent utile. J'aime ça. Et puis ici, on travaille en équipe aussi. On n'est pas tout seul. Plusieurs autour du jeune et ensemble, on réfléchit, on voit ce qui va leur permettre une meilleure vie future, si possible. Voilà, en tout cas, c'est les deux. Et puis tout le côté, il faut réfléchir, trouver des trucs. Voilà, ça marche pas avec un tel jeune, il faut trouver quelque chose. Voilà, c'est un peu d'imagination, de création. Voilà. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer dans l'ergothérapie, et plus spécifiquement auprès du public déficient visuel? Il faut passer un bac, si possible scientifique, c'est quand même, puisque ce sont des concours à l'entrée de l'école d'ergothérapie qui sont maintenant communs avec tout ce qui est médical. En fait, il y a une année commune, des choses ont changé. S'accrocher scolairement, ça c'est mieux, mais si on a la motivation derrière, c'est bon. 3 ans d'études, et puis après la spécialisation, qui avant c'était 2 métiers, donc instructeur en autonomie dans la vie journalière, c'est mon métier. Et j'ai une collègue qui est instructrice de locomotion, on dit aussi en orientation et mobilité. D'accord, et c'est quoi la différence rapidement entre... Alors ma collègue, elle leur apprend à se déplacer à l'extérieur ou en intérieur en sécurité, à s'orienter, à suivre un trottoir sans se retrouver sur la route, analyser un carrefour. Écouter bien, savoir dans quel sens sont les circulations, à quel moment on peut traverser, prendre des transports en commun, comment se débrouiller avec le métro, enfin voyez, tout ce qui est déplacement. Donc ça c'est un autre métier. C'est un autre métier, mais depuis 4 ans, les 2 métiers se regroupent. C'est une formation unique d'instructeur en autonomie auprès des personnes déficientes visuelles, et ça se fait sur à peu près une année scolaire. Donc la théorie, beaucoup de travail sous bandeau pour se rendre compte, c'est le seul moyen de comprendre quels repères on peut donner, comment on peut faire, que c'est possible, mais avec les bonnes stratégies. Voilà, donc on travaille beaucoup sous bandeau et puis après un stage pratique parce que c'est là qu'on apprend vraiment le métier. Ok, très bien. Et merci beaucoup Isabelle, c'était très complet. Tant mieux. Et puis moi je vais continuer la visite. Oui, merci. Bonne visite. Je vais tout de suite poursuivre cette visite en rencontrant Marine, qui a plusieurs casquettes donc ici dans l'association Valentin Huy, et qui va tout de suite nous en parler. Bonjour Marine. Donc toi, si j'ai cru comprendre, déjà tu es éducatrice spécialisée, mais tu as aussi une casquette de responsable d'insertion, c'est ça? Chargée d'insertion, exactement. Donc effectivement, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée à la base. Par rapport au poste que j'ai pris sur le CSAT Pro DV Valentin Huy en 2016, j'ai dû me former pour devenir chargée d'insertion, puisque sur le poste dans lequel je suis, je fais surtout de l'insertion professionnelle. D'accord. Ok, donc déjà, il va falloir que tu nous expliques quelques termes. Éducatrice spécialisée, qu'est-ce que c'est? Alors, une éducatrice spécialisée, c'est une personne, ou un éducateur spécialisé. C'est une personne qui intervient auprès de secteur médico-social ou social, donc qui accompagne des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, ou alors avec des problématiques sociales différentes, comme par exemple intervenir dans les maisons à caractère social auprès d'enfants. Et donc ta deuxième casquette, chargée d'insertion, ça consiste en... Alors du coup, là, c'est plus spécialisé par rapport à la question de l'emploi. Donc on va aller réfléchir sur, par exemple, tous ceux qui sont, par exemple, conseillers Pôle emploi, etc., ont des formations sur la question de l'emploi. Là, c'est plus spécifié par rapport à la question du handicap, puisque nous, ce qui est le secteur qu'on touche sur l'association Valentin Huy, c'est la déficience visuelle avec troubles associés, donc la question du handicap. Donc là, on est spécialisé sur le milieu protégé, même si lors de la formation, on a quelques pistes sur le milieu ordinaire, la recherche d'entreprise. Ouais, okay. Voilà. Aller aussi se renseigner auprès des ESAT pour pouvoir candidater. Comment... ESAT, qu'est-ce que c'est? C'est des structures qui accueillent les personnes en situation de handicap sur la question du travail. Okay. Voilà. Donc avec c'est pas des contrats lambda comme pour nous qui travaillons dans le milieu ordinaire, c'est un contrat d'aide par le travail. D'accord. Voilà. Donc avec c'est généralement voilà, des rythmes moins intenses, c'est des règlements, la personne doit venir travailler avec un règlement précis, mais finalement ils sont moins impactés par le rythme, il y a un peu plus de cocooning quand même, et effectivement ils ont des personnes à côté, comme les moniteurs d'atelier ou d'autres personnes qui peuvent répondre à leurs demandes et les soutenir sur aussi également les démarches administratives.
Ok. Donc déjà, toi, si je comprends bien, tu travailles pas avec des enfants, mais avec des jeunes adultes, c'est ça? Des adultes. Des adultes, À ok. partir de 20 ans et sans limite d'âge, donc puisque moi je les accompagne vers l'insertion professionnelle, le maintien à l'emploi, puisque dans la déficience visuelle, il y a beaucoup de pathologies évolutives. Ouais, Donc certains qui commencent à démarrer avec un reste de vue, voilà, qui est suffisant à ce moment-là, mais avec une pathologie évolutive, donc une baisse visuelle au cours des années, et du coup qui se retrouvent en difficulté et au risque de perdre leur emploi. Donc nous, on intervient pour pouvoir voilà, refaire de l'adaptation au poste, proposer aux équipes des formations et du coup réinstaller la personne sur son poste de travail et qu'elle soit plus en difficulté et qu'elle puisse maintenir son poste. Ok. Donc toi, tu accompagnes vraiment les personnes sur le long terme, en fait, Voilà, c'est ça? tout à fait. Alors l'accompagnement, il va entre 3 et 5 ans. Mais après, c'est vraiment au cas par cas et suivant voilà, la pathologie et aussi la caractéristique du projet de la personne. Ok. Parce que par certains, ça peut prendre plus de temps. Donc j'ai l'impression que tu fais plein de choses, tu as plein de casquettes. Est-ce que tu as quand même une journée type ou c'est tout le temps différent? Alors sur le CESAD, maintenant, c'est tout le temps différent. Parce que en fait, comme j'accompagne 10 personnes sur des projets qui sont complètement différents, il y a des jours, et en plus depuis maintenant une année, j'ai aussi la casquette de coordinatrice, donc j'ai tâches plus administratives qui sont venues se greffer en plus de mes tâches d'éducatrice spécialisée. Donc du coup, il y a des journées où je vais être plus au bureau parce qu'il va falloir que je régularise tout ce qui est un peu administratif et en lien avec le coordinateur, en lien aussi avec la chef de service où on fait souvent le lien ensemble. Et puis il y a des temps où je vais être, comme on est un CESAD, on est une équipe mobile, donc on se déplace sur le lieu de vie de la personne. À domicile, donc je peux faire des interventions à domicile. Donc nous on appelle ça visite à domicile, VAD. Ouais, okay. Où là je vais pouvoir questionner la personne, voilà, prendre un peu la température, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des difficultés particulières. Mais je peux aussi aller les rencontrer dans leur lieu de travail, donc soit sur les ESAT, soit sur leur entreprise. Ou les entreprises adaptées aussi, qui sont des entreprises du milieu ordinaire, mais qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ouais. Voilà, donc qui restent avec un effet un peu plus adapté pour les personnes en situation de handicap. Et puis sinon, je peux aussi du coup aller voilà, questionner d'autres partenaires, aller à la rencontre d'autres partenaires pour faire découvrir le CESAD et ce qu'on y fait, et les sensibiliser par rapport à la question de la déficience visuelle. Et puis je peux aussi accompagner sur des rendez-vous médicaux les bénéficiaires. Voilà, qui en ont le besoin et qui ont parfois des difficultés à comprendre ce qu'on peut leur dire sur des entretiens quand même qui peuvent être assez spécifiques au niveau du langage, donc qui demandent à être accompagnés, tant sur le déplacement parce que c'est compliqué pour eux, mais aussi sur le rendez-vous même. Et je peux aussi amener à aller les rencontrer et avoir des rendez-vous avec des structures de logement, comme les foyers d'hébergement par exemple, puisqu'ils ne vivent pas tous voilà, sur un logement indépendant. Donc dans ce cas-là, je suis amenée à rencontrer aussi les éducateurs qui les encadrent et à faire le point. Et généralement, c'est un travail de partenariat entre les différents partenaires voilà, pour répondre au mieux au projet de la personne. Okay. Donc finalement, j'ai pas vraiment de journée, en tout cas sur le CESAD, type où tous les jours je fais la même chose. Okay. C'est tous les jours, ça peut être différent. Ok, mais en tout cas, tu es au cœur de leur vie quotidienne. Voilà, en fait, je suis entre guillemets la coordinatrice de parcours. C'est moi qui organise et qui fait le lien entre les différents partenaires, le bénéficiaire et voilà. D'accord, ok. Donc c'est peut-être toi qui connais finalement le mieux la vie, le projet de la personne. La situation, ouais. Sur l'équipe, voilà, du coup, c'est moi qui maîtrise la situation et du coup qui fait le lien après avec l'équipe. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation? Par quoi t'es passée pour en arriver à... Alors déjà, à savoir, et je trouve ça important aussi de le préciser, moi j'ai pas le bac. Ouais, ok. Voilà, le parcours scolaire n'a pas été simple pour moi, donc je suis passée par des étapes. Je suis sortie du lycée donc sans avoir le bac et je suis rentrée en formation de moniteur éducateur, qui est une formation de 2 ans. Suite à cette formation, j'ai été embauchée, en contrat d'apprentissage sur l'IMPRO ici, du coup. Et j'ai été embauchée par la suite. Et en 2014, j'ai fait une VAE d'éducateur spécialisé. VAE, c'est la validation des acquis. Okay, voilà, ouais. Pour devenir éducatrice spécialisée. Donc j'ai obtenu mon diplôme en avril 2014. Okay. Et du coup, ce qui m'a permis de ne pas avoir la formation, parce que la formation d'éducatrice spécialisée à la base, c'est 3 ans de formation. D'accord. Voilà. Avec le bac. Voilà. Okay. Donc la formation de moniteur éducateur m'a permis d'avoir un niveau bac pour pouvoir après accéder à la formation d'éducatrice spécialisée. D'accord, mais finalement ça revient même aujourd'hui. Ouais, pour moi ça revient strictement au même. C'est pour montrer aussi que les choses peuvent être accessibles. Et c'est possible pas d'autres chemins que... Voilà. C'est possible d'y arriver sans avoir le bac en tout cas. Tout à fait.
dans ton parcours le montre bien. Et donc du coup, tu as toujours travaillé ici en fait, si je comprends bien. Alors j'ai travaillé pour la plupart du temps ici, je suis arrivée en 2007 en stage et après j'ai fait mon contrat d'apprentissage ici. Et je suis partie quelques mois de 2018 à fin 2019 dans un ITEP pour jeunes filles. C'est un établissement qui accueille des personnes qui ont des troubles du comportement. Ok. Et donc j'ai travaillé avec la même tranche d'âge qu'ici, c'était que des jeunes filles par contre qui avaient entre 14 et 20 ans et donc qui souffraient de troubles du comportement. Ok. Et t'es revenue ensuite ici du coup? On m'a rappelé et je suis revenue. Est-ce que ça te plaisait pas du coup Si, mais là l'opportunité a fait que j'ai pu revenir ici. C'est vrai que l'ambiance ici est vraiment sympathique, enfin, l'accueil des jeunes. La déficience visuelle est un handicap assez particulier et qui est vraiment riche et intéressant aussi. Voilà. Et du coup, je suis revenue et j'ai travaillé jusqu'en 2016 sur l'équipe d'internat de l'IMPRO. D'accord. Voilà, une longue réflexion et un travail d'équipe. Il y a eu l'ouverture du CESAD Pro sur lequel je suis maintenant depuis 2016. D'accord, ok. Donc tu regrettes pas ton choix? Non, pas du tout. Bah justement, quelles sont les choses que tu préfères aujourd'hui dans son métier? Alors déjà, c'est le travail avec la personne hein, et puis c'est surtout voilà, d'être au centre comme ça de son projet et de le porter parce qu'il reste complètement acteur de son projet. Hein. C'est lui qui choisit là où il veut aller finalement. Moi je ne fais que l'accompagner mais surtout le porter sur des moments un peu difficiles et c'est d'être présent et et de pouvoir les aider à aller au bout de leur projet et parfois même pour certains de leurs rêves parce que y a des choses qui leur paraissent parfois inaccessibles et finalement avec le travail on arrive à réaliser. Et justement comment tu fais toi pour pas trop que ça t'atteigne parce que j'imagine que parfois ce genre de situation même émotionnellement toi ça doit t'atteindre. Comment tu fais? Est-ce que tu... c'est l'avantage aussi de notre métier, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe et donc avec la possibilité lors de réunions ou même d'échanges informels de pouvoir un peu échanger avec les autres collègues et éviter de tout prendre pour soi et puis leur échec n'est pas, faut pas le prendre comme un échec finalement puisque avec le temps il y a des choses qui se travaillent même si le but de départ n'est pas celui qu'on atteindra à la fin. Finalement, on sera passé par des étapes qui auront fait que la personne aura aussi avancé et nous également parce que du coup, ça nous fait aussi cheminer et avancer dans notre pratique. Okay. Voilà. Et donc l'échange avec les collègues et notamment la possibilité d'avoir des psychologues dans les équipes, de pouvoir aussi aller les voir aux besoins. Voir les besoins et de pouvoir échanger avec eux sur des situations qui nous sont un peu compliquées. Ok. Donc encore une fois, parce que c'est vrai qu'en discutant avec tes collègues, j'ai pu voir que le travail en équipe était essentiel, mais on comprend que c'est vraiment... Ah oui, pour le coup, pour le coup, pour nous, on peut pas travailler si on n'a pas une équipe derrière. Ok. Et quelles sont pour toi les qualités essentielles que devrait avoir un jeune qui voudrait se lancer donc, dans la déficience visuelle et en tant qu'éducateur ou éducatrice spécialisée? Alors la déficience visuelle, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas spécialement de qualité à avoir. Je pense que c'est vraiment parce qu'on nous dit souvent éducateur spécialisé et souvent la réponse c'est mais t'es spécialisé en quoi? Mais finalement on n'a pas de spécialisation, notre formation ne nous donne pas de spécialisation. C'est vraiment on se spécialise finalement sur le terrain par rapport au handicap avec lesquels on va être amené à travailler parce que le champ peut être très très large et parfois même certains choisissent de ne pas prendre la voie de la question du handicap et plus la question du social. Ouais. Donc le champ est vraiment très très large et après on apprend vraiment sur le terrain. Après je dirais les qualités plutôt pour être éducateur spécialisé déjà c'est l'écoute, la patience et puis puis la volonté, parce que de toute façon, il faut aussi pouvoir les porter à certains moments. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Marine, en tout cas. Merci à vous. Et puis moi, je vais continuer la visite. Merci. Avant de finir cette visite, moi, je vais tout de suite retrouver Tom, qui est déjà là. Donc déjà, bonjour Tom. Salut. Donc toi, tu es moniteur éducateur. En quoi ça consiste? Explique-moi, parce que j'ai rencontré juste avant toi une éducatrice spécialisée. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Ici, à proprement parler, il n'y a pas vraiment de différence dans les métiers puisqu'on a les mêmes missions, les mêmes objectifs. Ouais, qu'est-ce que tu fais toi au quotidien? Nous, on accompagne les jeunes dans le quotidien, dans leur autonomie, les relations qu'ils ont avec les autres. On travaille aussi beaucoup avec les familles. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, tu vas les accompagner de manière très concrète. Ouais, sur ce que nous, on fait dans notre quotidien à nous. Ouais. Par exemple, faire la vaisselle, les tâches ménagères, mettre la table, faire à manger, s'occuper de nos chambres. Ouais, ok. Dans lequel on vit, etc. On leur apprend à faire. Ok. Et après, on ajuste aussi en fonction de la déficience qu'ils ont, que ça soit psychique ou physique, parce qu'ici on accompagne des jeunes qui sont déficients visuels. Donc il y a pas mal de techniques palliatives qui leur permettent de faire ce que nous on fait, mais avec des techniques plus spécifiques.
Ok. Et d'ailleurs, ici, on se trouve dans un appartement dans lequel vivent les personnes que tu accompagnes, déficientes visuelles. Est-ce que tu peux les accompagner justement dans cet endroit-là en leur montrant, enfin voilà, je sais pas, Bah après, en fait, ils arrivent jamais sur les appartements directement. Ouais. Ils passent d'abord par les groupes pour travailler un peu le début de l'autonomie, donc tout ce qui est l'hygiène, prendre soin de soi, s'occuper de leur chambre, sa valise, ranger ses affaires, faire son lit, enfin des trucs assez basiques entre guillemets qu'on fait nous dans notre vie de tous les jours. Et après, au fur et à mesure de leur avancée à l'IMPRO, ils évoluent, ils changent de groupe, après ils vont sur les appartements, l'autonomie elle évolue aussi, on leur demande de faire plus de choses. En gros, le but du jeu, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible en partant d'ici, qu'ils aient le plus de bagages possible pour que ils puissent subvenir à leurs besoins. Ok. Et donc ici, en fait, c'est un peu le dernier niveau de l'autonomie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a 4 appartements, donc il y en a un là qui est en travaux, où c'est un appartement où les jeunes qui y sont les plus autonomes, ceux qui sont dessus. Donc c'est un appartement qui est dans l'enceinte de l'établissement, mais qui se trouve pas dans les locaux de l'internat où il y a le réfectoire, les salles communes, les groupes. Donc il faut sortir dehors, du coup à l'extérieur de ce bâtiment, et aller dans un autre qui y vivent en fait, dans ce bâtiment-là. Okay. Et est-ce que toi, tu t'es amené justement à travailler à l'extérieur ou tu restes juste dans la structure? Ou parfois tu fais des déplacements professionnels, on peut dire ça comme ça? Après oui, dans le cadre de mon métier, forcément professionnel, mais on fait des activités, on travaille beaucoup avec des partenaires, on fait pas mal de sport. Ok. Ouais. Après tout ce qui est culturel. D'accord, donc vous faites des sorties en fait, comme... Tous les mercredis, il y a des activités qui sont mises en place l'après-midi, ils sont pas courts l'après-midi. Ouais. Du coup, on met en place des activités. Après, eux, ils s'inscrivent. Souvent, ils sont repérés, ils viennent au bureau, ils toquent, et ils nous demandent qu'est-ce qu'il y a comme activité mercredi. Et après, il y a un principe d'inscription où il y a tel et tel éduc qui font telle et telle activité. Est-ce que vous voulez vous y inscrire? Ouais, moi je veux, etc. Et puis après, ils s'inscrivent et on fait des activités. Ok, ça marche. Donc toi, tu les accompagnes dans toutes les activités. Et puis après, s'il y a des rendez-vous, éventuellement parfois, certains rendez-vous médicaux, ils peuvent aller chez le kiné, à des rendez-vous fixes toutes les semaines. Donc parfois c'est l'infirmière qui s'en charge, parfois c'est les éducs. Il y a aussi des jeunes qui font des stages, parce qu'il faut aussi les préparer à la sortie de l'IMPRO. L'IMPRO, c'est un établissement transitoire. D'accord, ouais, c'est important de le préciser. Ouais, ok. Souvent, ils y sont, on va dire, en moyenne pour 5-6 ans, et après ils partent. Donc le but, c'est de préparer leur sortie et leur autonomie. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après, du coup? Donc on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des PIA, donc c'est un projet individualisé d'accompagnement. Et donc ça permet d'aiguiller les objectifs, ce qu'on va travailler avec eux, ce qu'eux, ils ont envie de faire, s'ils ont envie de travailler, s'ils n'ont pas envie de travailler, s'ils ont envie de travailler pas loin de là où habitent leur famille, s'ils ont envie de vivre seuls, s'ils ont pas envie de vivre seuls. Et avec tout ça, nous, on concorde. Ouais, c'est ça, on essaie de se rapprocher le plus possible à ce qu'eux ont envie de faire. Ok. Et tu parlais tout à l'heure des activités. Toi, c'est quoi les activités que tu proposes? Ça dépend. En fait, souvent, les activités qu'on propose, c'est en fonction de ce que eux nous font comme proposition. D'accord, ok. Et c'est quoi alors les propositions qui viennent souvent? On a du bowling, on a du karting. Donc souvent c'est du karting biplace parce qu'ils sont déficients visuels. Donc il y a un mono qui conduit et puis nous on n'est pas très loin. Après on fait des balades, on fait du foot, on fait du shopping, des sorties culturelles sur Paris. On va voir des spectacles, on va au théâtre, ce genre d'activité quoi. Après ils proposent plein de choses et nous on pioche dedans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et puis parfois nous aussi qu'on a des idées, bien évidemment qu'on met aussi en place des activités nous. Mais souvent la plupart du temps c'est des idées qui viennent d'eux. Ok, ça marche. Donc tu fais plein de choses différentes, mais est-ce que tu as quand même une journée type? Comment s'organisent tes journées? Déjà, quels sont tes horaires de travail? Moi je travaille en décalé principalement, donc sur des horaires d'après-midi et de soirée. Ouais. On va dire, je fais à peu près je commence à 13-14 heures et je finis entre 21h et 23h le soir. Les journées, souvent, elles s'articulent, il y a de la réunion avec l'équipe éducative, donc de l'internat, donc les éducateurs et notre chef de service. Et après, les jeunes sont avec nous. À 17h, ils ont terminé les cours. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est du temps libre, entre guillemets, comme quand des jeunes rentrent chez eux après les cours au collège ou au lycée. Ils peuvent regarder la télé, ils peuvent écouter de la musique, ils peuvent jouer entre eux, ils peuvent sortir. Pour ceux qui sont autonomes, ils peuvent sortir seuls. On a des repas à faire, il y en a qui prennent leur douche. Et toi, tu es là pour aider aux besoins accompagner en fonction de leur besoin. Et en fonction aussi des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Il faut aussi des machines. Enfin, en gros, tout ce que nous on le fait avec eux.
Et donc eux, ils font leurs demandes et après, nous, on les accompagne par rapport aux demandes qu'ils ont ou par rapport à ce que nous, on a décidé qu'on ferait avec eux. Ok, ça marche. Ça reste quand même des ados, il n'y a pas Ouais, un cadre à poser. Il y a quand même des choses à faire. j'imagine. Et notamment des devoirs aussi. Ouais, des devoirs un petit peu, pas pour tous, mais ouais, il peut y avoir des devoirs. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Moi, j'ai commencé à bosser très jeune. Ouais. L'école, c'était pas trop mon truc. D'accord. J'avais du mal à tenir en place. Moi, j'ai fait de la plomberie pendant 2 ans, entre mes 15 et mes 17 ans. Après, j'ai travaillé à la Fnac, j'étais vendeur, j'ai travaillé dans les bars. Ah ouais, donc rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Ah non, rien à voir, rien à voir. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler? Quand même, t'as un métier qui est ultra spécifique déjà, puis t'as un public aussi ultra spécifique aussi. Ouais, bah peu de temps en fait après m'être fait licencier de la Fnac. Et c'était à l'époque où François Hollande il mettait en place des dispositifs, ça s'appelait les emplois à venir. Donc c'était des contrats pour aider les jeunes qui étaient au chômage et sans qualification, sans formation. Et du coup, donc il y en avait dans énormément de métiers différents, dont le métier d'éducateur. Et moi, mon beau-père, il travaillait ici, à l'IM-Pro, qui a travaillé pendant 30 ans à l'IM-Pro. Tu connaissais déjà un peu... Je connaissais rien du tout. Ah non, rien du tout. Ok. Je connaissais pas du tout le métier d'éducateur. Ouais. Ce qu'on pouvait faire, quel public on pouvait accompagner, etc. J'ai dit qu'il y avait ces emplois-là qui étaient tombés. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi, on va tester. En fait, moi, je suis arrivé ici, je connaissais rien. Ouais, Ouais, sur le tas, ça a duré 9 mois. Après, j'ai été obligé, du coup, en fait, le but, c'était d'intégrer, du coup, des jeunes dans des situations de travail directement, donc d'être sur le tas, d'apprendre un petit peu sur le tas, et après, de se diriger vers une formation diplômante. Parce qu'on ne peut pas bosser... Si ça te plaisait. Si ça en te fait, plaisait, c'était ça, ouais. ouais. D'accord. Et du coup, après, j'ai passé les concours, je me suis inscrit en formation, et après, j'étais en alternance. Comme un contrat pro, c'est exactement la même chose qu'un contrat pro. C'est pareil. On essaie de faire au mieux pour le jeune. Nous, on travaille avant tout avec le jeune. On construit le projet avec le jeune. Et après, on essaye de faire en sorte, on essaie de tout faire pour que les familles elles suivent le projet du jeune. Mais ça, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué. Les ados, de manière générale, hein. C'est pas parce qu'ils sont déficients visuels ou qu'ils ont des troubles associés qu'il n'y a pas des conflits, des embrouilles, des bastons. Ah ouais, d'accord. Ouais. Finalement, c'est un peu des jeunes comme les autres aussi. Hein. Ouais, c'est la musique. Ils écoutent les musiques de jeunes, mais ils regardent les matchs de Après, ils sont déficients visuels, mais ça veut tout et rien dire. Il y en a qui sont non-voyants, il y en a qui ont juste une correction avec des lunettes et qui voient plutôt bien. Enfin, il y a vraiment de tout. Hein. Ah ouais, donc c'est un large spectre. Ah ouais, c'est très très large. Même en termes de troubles associés. Il y a des jeunes, ça va être des troubles du comportement, déficience intellectuelle. On va avoir des jeunes avec des maladies rares. Pour qu'un jeune soit admis ici, il faut qu'il soit déficient visuel. Ça, c'est la base. Et au niveau de l'ambiance de travail ici, il y a une bonne ambiance ou pas? Ouais, carrément, ouais. Ouais, franchement, c'est cool. Bah, moi, ça fait quand même 10 ans que je bosse ici. Ouais. Donc ça fait un petit Ça fait moment. un long. Ouais, ça fait un petit moment. Mais tu t'y plais? Ouais, carrément, à tous. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, qui est super inspirant. Et ton parcours montre d'ailleurs qu'on peut aussi venir tester et puis, en fait, se rendre compte de si ça nous plaît ou pas, en fait. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire aux jeunes pour la fin? Faut pas se démotiver. Et je pense que la vie, elle est faite de changements. Parfois, c'est un peu compliqué. Tout ce qu'on fait, ça nous mène toujours vers quelque chose qui peut être bien. Après, parfois, moi, franchement, j'ai galéré. Et aujourd'hui, je suis là, je suis content, je suis heureux, je suis bien dans mon travail. Mais c'est pas parce qu'on vit des choses compliquées qu'il faut s'arrêter à ça. Et parfois, il faut y aller. Et puis, à un moment, le vent, il tourne. Parfois, il tourne directement, parfois non. Je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie, c'est le plus important. Et quand on sent les choses, faut y aller. Ok, très bien, ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas, Tom. Ça marche, pas de souci. Et moi, je vais tout de suite en profiter donc, pour conclure cette visite. C'est déjà fini, mais on espère que ça vous a beaucoup plu. J'en profite pour vous dire que, comme d'habitude, vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram MyFutureOrientation, et aussi sur notre plateforme pour retrouver toutes nos visites virtuelles en ligne. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Bye!